Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Il a marqué le basket français en général et le SLUC Nancy en particulier. C'est Cyril Julien que Thomas Simon a rencontré. Il retrace pour nous sa carrière qui a démarré dans le Tarn. Cyril Julien, je vais vous proposer 4 chiffres pour retracer un petit peu votre vie et votre carrière. Et on va commencer par le 80. Le 80, vous savez ce que c'est le département du Tarn. Alors, les Nancéens ne savent peut-être pas tous que, en fait, vous n'êtes pas Nancéen, contrairement au nombre d'années que vous y avez passé. Parlez-nous un petit peu du Tarn. J'ai évolué là et c'est à cet endroit-là que j'ai appris à vraiment manier la balle orange, puisqu'il y avait un petit club. Comme mon père était rugbyman, il était hors de question que je fasse du foot, donc le seul sport qui était possible pour moi c'était le basket. Et donc j'ai évolué sur place là-bas. Ensuite, avec les études, je suis parti pour mes études secondaires à Castres. J'ai découvert le basket avec le CBC à l'époque, qui joue en National 3, et donc ensuite débauché par Tarbes pour pouvoir partir pour débuter ma carrière, ma vraie carrière en National 2. Mais avant, oui, c'est vrai que je suis originaire du Tarn et je suis très fier d'être de là-bas, quoi. Et vous gardez quelle relation encore avec la région, le département, la famille peut-être encore, enfin vous y retournez de temps en temps? Alors, j'ai encore une grosse partie de ma famille là-bas, voire presque toute ma famille là-bas, sachant que mon père est gascon, donc du Gers. Donc on a toujours des contacts avec ma famille sur place. Après, j'ai un de mes meilleurs amis qui habite aussi dans le village, qu'on est né à 3 jours d'écart. Donc on est toujours en rapport. Et puis sinon, je descends très régulièrement là-bas puisque c'est compliqué pour certains de pouvoir se déplacer pour des soucis soit financiers, soit des soucis matériels. Donc une fois par an quand c'est possible et quand la limite et que le confinement n'est pas là, on prend la voiture et on descend. Je crois savoir, si je dis pas de bêtises, que au tout début de votre carrière de basketteur, dans le Tarn justement, je sais plus dans quel club, vous avez eu affaire à quelques gloires du coaching, non? J'ai eu affaire à quelques petites gloires du coaching, dont Bill Lindsay qui était venu me voir. J'ai eu Éric Poirier, j'ai eu Lucien Legrand qui était quand même l'entraîneur à l'époque de l'INSEP à Paris, et c'est grâce à lui aussi, avec Florent de Chaumet, si j'ai pu percer, puisque un jour mon père reçoit un coup de fil et je le vois rigoler, il raccroche et il me dit fais ton sac, je comprends pas pourquoi. Et 1h30 après, il y a Lucien Legrand et Florent de Chaumet qui viennent me chercher pour partir faire le stage avec l'équipe de France junior, donc on est en 92, pour le dernier stage qui était à Arles-sur-Tech, donc pour pouvoir partir faire les championnats d'Europe à Budapest. Je fais partie, je suis la dernière roue du carrosse, quoi, et en fait en travaillant correctement et avec un coéquipier que tout le monde connaît, qui est Laurent Sierra, qui m'a pris sous son aile, en fait j'ai réussi à m'imposer dans cette équipe-là et on est devenu champion d'Europe donc à Budapest en 92. Alors on fait un tout petit bond dans le temps et on change de chiffre, on passe à 10. Et 10, c'est le nombre de saisons passées sous le maillot du SLUC Nancy. Alors déjà, comment le jeune Tarnais se retrouve au SLUC Nancy ? Alors ça c'est un concours de circonstances super, c'est que l'année avant que je monte à Nancy, en fait je joue pour Tarbes, et en fait la France en National 2 est coupée dans le biais, donc Tarbes joue contre Épinal, et en fait je viens et le fils Eisenbach joue pour Épinal, et en fait sur ce match-là, Olivier Véra, qui était à l'époque l'entraîneur du SLUC, qui me connaissait très bien puisqu'il m'avait vu en sélection jeune, attend ce match-là pour me proposer, pour pouvoir jouer comme espoir au SLUC dans un premier temps. Et le match se passe tellement bien qu'ils se rendent compte que espoir ça pourrait être sympa, mais pourquoi pas m'intégrer directement avec la première. La saison se termine, la chance que j'ai c'est que cette année-là le SLUC est en Pro B et il monte en même temps que moi j'arrive, donc je me retrouve dans le grand bain d'entrée. Les entraînements n'étaient pas super faciles pour moi, mais j'ai réussi à m'en sortir quand même. Donc 94. On est en 94 exactement, c'est la saison 94-95, avec l'arrivée du grand Derrick Lewis et de sa supervision vis-à-vis de moi, parce que en fait comme j'arrivais de National 2, le fossé de 2 entraînements semaine à 2 entraînements par jour était très très compliqué, et sa dureté à l'entraînement m'a forgé un caractère assez sympa. Ouais. Derrick c'est resté le grand frère un peu. C'est plus que ça, puisque c'est le parrain de ma fille. On est en relation de temps en temps sur Messenger, donc pour essayer de se prendre des nouvelles mutuellement. Mais j'essaye d'avoir aussi pas mal de nouvelles de Jim Chambers, des joueurs, des anciens, ou alors Eric Serraz, des gars qui ont évolué avec moi. Sinon,
Cette année de 94, c'est l'année des crampes, c'est l'année de tous les petits bobos pour moi, puisque j'arrive pas forcément à me mettre dedans. Et un entretien vraiment très très posé, très calme avec Olivier Véra, qui avait fait preuve d'une pédagogie extrême. Et on sait très bien, pour ceux qui le connaissent, que c'était pas forcément sa grande spécialité à l'époque, hein, parce que maintenant il est devenu quelqu'un de très très bien. Mais il m'avait pris à part sur un stage à Vittel pour m'expliquer que j'étais un gros caillou du Tarn, et que dans ce caillou-là, il y avait un diamant, et qu'il allait me casser les pieds autant qu'il faudrait pour arriver à trouver le diamant. Et je pense qu'il est arrivé, puisque j'ai fait une très belle carrière quand même derrière. En résumé 10 saisons à Nancy en quelques minutes, ça paraît compliqué, mais il y a quand même, on peut peut-être ressortir deux choses principalement. Au moins 2 titres, voilà, c'est ça, c'est la Coupe Corac en 2002 et le titre de champion de France en 2008. Alors la Corac, plus particulièrement pour moi, me tient beaucoup à cœur, parce que M. Eisenbach était encore là. Et c'était une promesse que j'avais faite de ramener un titre, et un titre de champion, mais malheureusement il n'aura pas eu le temps de voir le titre de champion. Surtout de mener cette équipe jusqu'au bout. Je me suis flingué les croisés quelques jours avant la finale retour, et c'était pour moi un crève-cœur de me retrouver assis sur le banc à attendre que ces 26 points là ne fondent pas trop vite comme neige au soleil à Rostov. Et puis avec un gros match de Vincent et de Fabien qui nous ont permis de maintenir la tête hors de l'eau. Justement, en parlant d'eux, j'ai récemment échangé avec Rosland et puis avec Goran Boskovic, quoi, qui étaient vraiment nos 2 ailiers, un shooter, l'autre qui était un peu plus en percussion, quoi. Et puis sinon, une autre date, c'est vrai que la finale gagnée à Bercy reste aussi un grand moment, quoi. Ouais. Surtout avec Tony qui était venu pour nous supporter. On avait aussi à cœur de se venger un petit peu de Rouen, qui nous avait malmené la saison d'avant. Mais bon, je pense que ce jour-là, on marchait sur l'eau, donc il aurait pu rien nous arriver. Oui, je crois que Eva Longoria, Gentil, en demi-finale, tout le monde s'en souvient. Alors ça, je pense que tout le monde s'en souvient, mais bon, on n'avait pas trop la tête à regarder dans les gradins quand même. Je pense que au niveau journaliste et tout ça, vous aviez le temps de regarder, nous non. Nancy, et puis évidemment l'équipe de France. Et là, le chiffre suivant, c'est 147, le nombre de sélections, dont 5, paraît-il, en tant que capitaine, c'est ça à quel moment ? Alors déjà, la sélection équipe de France, pour moi, elle a un goût particulier, puisque ma toute première, c'est à Nancy, contre la Lituanie. Donc c'est le 30 octobre 96 exactement, où je joue contre la Lituanie avec Ainekis en face de moi. Et même pareil, j'avais surpris Derrick Lewis, qui avait dit que finalement je savais défendre, alors qu'il pensait que je savais pas. Mais c'est des grands moments. Alors les sélections équipe nationale, c'est 135 plus 12. En fait, il y avait des matchs amicaux qui sont pas cumulés, mais bon, en tout ça fait 147, et 5 comme capitaine, parce qu'en fait quand on fait les tournois pré-olympiques ou les choses comme ça, on peut pas garder le capitaine officiel, donc on faisait tourner. Donc sur les matchs préparatoires au Wollongong ou à Perth qu'on a pu faire pour les Jeux en 2000, on était des capitaines à tour de rôle, et en fait j'ai eu 5 matchs de préparation où j'ai été capitaine des Bleus. Donc en plus c'est un bon souvenir, puisque c'était en 2000, c'était pour le tournoi préparatoire olympique. Alors justement, l'équipe de France, idem par rapport au SLUC, on va avoir du mal de tout résumer là en 2 minutes, mais il y a forcément un événement qui est resté dans la mémoire des gens, c'est la médaille d'argent aux Jeux de Sydney en 2000. Ça reste le moment fort sous le maillot bleu. Forcément, puisque ça a été fait une seule fois en 1946. Personne n'a encore réussi à le refaire. J'espère que ça sera peut-être même un jour l'or. C'est tout le mal que je souhaite aux équipes nationales. Mais c'est vrai que monter sur le podium olympique, on n'y a même pas rêvé avant de partir. On partait là-bas, et dans un premier temps, on part pour redorer le blason de l'équipe de France par rapport à ce qui s'était passé en 84. Parce qu'apparemment, on nous avait expliqué que l'équipe de France de basket en 84 avait été avec un comportement pas forcément très très sympathique, et en termes de verbal ou physique, quoi. Donc la première chose qu'on nous a dit quand on arrive, nous on pose les pieds à Sydney, c'est l'équipe de France de basket. Ouais, oh putain merde, on va revivre 84.
Donc c'était même resté encore ancré dans le village olympique et des choses comme ça. Nous, on a fait notre petit bonhomme de chemin, ils ont bien vu qu'on était une équipe assez clean. On fait ces fameux tournois pré-olympiques sur place là-bas, et petit à petit, on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire, jusqu'au jour où on joue les États-Unis, où on se rend compte que là, il y a quand même un fossé très très conséquent sur le dôme de Sydney. Après, on s'en sort sur un match génial de Antoine contre la Chine, où on se qualifie pour ces quarts de finale contre le Canada, puis l'Australie, et puis pour moi, je sais que les gens retiennent souvent la finale, mais pour moi, le plus beau match que j'ai participé avec les Bleus au JO, c'est l'Australie. C'est jouer le pays hôte chez eux. Alors, j'aime pas dire qu'on leur a mis une déculottée, mais on leur met quand même 26 points. C'est quand même quelque chose d'assez grandiose de se dire que dans le Superdome de Sydney, on a la capacité de pouvoir faire chavirer le public, parce qu'au bout d'un moment, le public quand même applaudit aussi bien la France que l'Australie, et c'était pour moi le plus grand moment des Jeux, quoi. Monter sur le podium, c'est chouette, se faire mettre la médaille de tour, c'est super, mais il y a 3 moments pour moi, c'est la cérémonie d'ouverture, l'Australie et forcément la médaille, quoi. Oui, puis les gens se souviennent aussi, alors peut-être plus de la finale parce qu'il y a la médaille au bout, et puis aussi parce que c'est Team USA en face, et qu'il y avait quand même quelques clients de mémoire, Kevin Garnett, Vince Carter, Jason Kidd, Alan Houston, Vin Baker, Alonzo Mourning. Oui, c'est vrai que c'était des gros clients, mais c'est comme si c'était prévu pour eux, c'était déjà ancré que... Quoique on les fait douter quand même, on est à 4 points à 3 minutes de la fin. Mais c'est vrai qu'on est en face de gros clients qui étaient programmés pour être champion olympique. Moi, un truc qui m'avait touché, franchement, ça m'avait marqué. Jim Bilbao me demande, lui en tant que capitaine, de venir sur la conf de presse de l'après-Australie. Donc c'est Jim et moi qui sommes, et je crois qu'il y a Antoine aussi avec Jean-Pierre de Vincenzi, on est sur et à côté. Alors pour les plus anciens, ils se souviendront de Andrew Gaze, qui était pour moi un des plus beaux joueurs australiens des années 90-2000, et t'as un journaliste qui se pointe et qui lève la main, il fait votre père a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques, il n'a jamais réussi à ramener une médaille. Vous, c'est votre 4e ou 3e Olympiade, est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez ramener une médaille? Et j'avais été stupéfait de ce genre de questions, et puis quand tu sais que le lendemain il joue contre la Lituanie les sort, et donc non, il n'aura pas de médaille, et ce mec là il va avoir fait 4 fois les Jeux Olympiques, il aura eu 0 médaille, son père a fait pareil. Je sais pas, si j'ai un fils, je cherche à conjurer le sort pour pouvoir avoir une médaille, mais dans une autre discipline, quoi. Bah là, au moins dans la famille, quelqu'un l'aura eu, la médaille. Peut-être, dans la famille Julien. Ah, la mienne, oui, oui. Moi, oui. Pour terminer sur l'équipe de France, est-ce que le chapitre sans doute moins marrant, est-ce que la sortie est plus amère? Et là, je me souviens aussi, on est dans le contexte de l'avant-championnat du monde au Japon, 2006. Ouais, je crois 2006. Et ben, vous êtes dans la course jusqu'au bout. Et puis au dernier moment, boum, Claude Bergeau, de mémoire, prend un gamin qui s'appelle Johan Petro. Ouais, en fait, c'est un contexte un peu plus particulier que ça. On vient de sortir d'une grosse saison avec le SLUC, et on a fait tous les matchs, plus la Coupe de France, plus plein de choses, où à chaque fois on est allé jusqu'au bout. Et je suis reçu par Jacques Comer et Claude Bergeau, et ils me disent avec... mince, il me manque un sur les 3, sur le trio, enfin bon, c'est pas grave. Et ils me disent, écoute Cyril, toi t'as eu une saison complète, prends ton temps pour venir, on sait que t'as beaucoup encaissé cette saison, t'as été titulaire quasiment à tous les matchs, donc souffle la première semaine, on sait pas si on va t'associer à Ronny Turiaf ou Johan Petro pour partir au championnat du monde. Je dis, écoutez, prenez le temps dont vous avez besoin. Donc moi j'alternais entre les kinés, aller faire des séances de shooting avec Jacques, aller faire des choses comme ça avec Boris et Tony. J'étais mis sur le terrain pour faire ce qu'on appelle les répétitions des systèmes, pour être certain qu'on est tous calés en timing et tout. La première semaine se passe, et Bergeau m'appelle et il me dit, voilà, écoute, je pense que je vais garder Turiaf. Je dis, écoute, ça va faire une bonne paire avec moi, on se connaît en plus. Il me fait, non, je te mets en concurrence avec Petro. Je dis, mais alors je comprends plus. Je dis, parce que moi, tu m'avais dit que tu allais m'associer avec un des deux, et puis finalement, ouais, non, mais on trouve que tu étais vachement en retrait et que tu n'étais pas investi au niveau des entraînements. Donc je me suis permis de lui réexpliquer que c'est eux qui m'avaient demandé d'aller à pédale douce, quoi, pour pouvoir. Et puis derrière, je me retrouve en face de quelqu'un qui a déjà une semaine plein à faire dans les pattes, et moi qui ai fait presque de la dilettante à pouvoir juste récupérer de ma grosse saison, et forcément, le temps que je me mette au niveau et que je reprenne vraiment à fond, puisque je savais que j'avais encore un mois de préparation derrière, surtout en allant en Chine. Et il me prend quand même en Chine.
Et on fait un tournoi en Chine où je me démerde plutôt bien, mais il préfère garder Petro, puisque lui il a plus de matchs avec les Bleus sur ce tournoi, enfin sur ces tournois-là. Et je me retrouve à faire un vol, c'est que Tony et Boris qui m'ont accompagné jusqu'à l'aéroport d'Hong Kong. Et ensuite je monte dans l'avion, et sur 15 heures de vol, je me tape 14 heures de turbulence. Et quand je me pose à Paris, je descends, j'achète l'équipe, pour pas les citer, j'ouvre le journal et qu'est-ce que je vois? Petro et Turiaf mis à pied parce qu'ils n'ont pas respecté l'horaire de l'entraînement. Et là, il me prend une colère et je crois que j'aurais tout pété, quoi. Je crois que j'ai appelé Tony, j'ai appelé Boris, je leur ai laissé des messages à rallonge sur le téléphone et Tony m'a rappelé très poli en s'excusant que voilà, il fallait que je sois tolérant par rapport à la jeunesse, mais que forcément ils auraient mieux fait de me garder parce qu'au moins il y aurait eu quelqu'un qui aurait pu cadrer un peu tout ça, quoi. Voilà. Tony Parker qui, pour l'anecdote, ne participera pas non plus au championnat du monde en Exactement. 2006 puisqu'il se blessera au doigt juste avant. Juste avant, ouais. Bon, la page est tournée depuis très très longtemps, on fait un grand bond pour terminer, et on finit par le chiffre 47. 47, Cyril, c'est votre âge. Cyril Julien, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Comment il occupe ses journées? Il n'est pas assis à rien faire, hein. Non. En fait, moi, je fais du triathlon maintenant. J'ai commencé sur des petites distances et puis progressivement, j'en suis arrivé à courir des Ironman 70.3 qu'on appelle. Et puis cette année, je me lance le défi de faire une édition complète. Donc, ça représente 3,8 km à nager, 182 km en vélo et un marathon pour terminer à Copenhague le 22 août. À côté de ça, donc professionnellement parlant, je suis plus du tout sur le monde du sport de haut niveau tel que le SLUC ou ce que j'ai pu côtoyer avant. Maintenant, j'ai passé un diplôme en sport adapté, donc je suis enseignant en activité physique adaptée. J'ai passé ça à la fac de Nancy. J'encadre le centre en forme à Nancy d'un point de vue directeur sportif pour accompagner les patients obèses en préopératoire, en post-opératoire et puis sur du plus long cours si besoin se fait sentir. À côté de ça, j'ai aussi une activité de coaching spécialisée pour les personnes en dialyse, donc atteintes de maladies rénales, avec l'association Saint-André où je suis sur 3 secteurs. Je suis sur le secteur de Talange, sur le secteur de Metz-Nouilly, donc l'hôpital Schumann, et sur Saint-Avold. Et après, maintenant, depuis très peu, là, je viens d'avoir... depuis très peu, ça fait 3 ans que je bosse avec le groupe SOS sur Mont-Saint-Martin, Saint-Avold, et depuis très peu, on vient de me proposer de prendre la casquette de référent en France pour le sport adapté sur le groupe-là, et avec, à partir de la rentrée scolaire de septembre, un développement du sport adapté sur vraiment tout le Grand Est, même si la Bourgogne fait partie de ça, mais avec les hôpitaux du Creusot, sur de la gériatrie à Forbach et à Château-Salin, sur de l'obésité, sur Mont-Saint-Martin. Après, j'ai pas mal de choses à faire avec les diabétiques, tout style de maladie chronique. Le SLUC garde une toute petite place dans l'agenda de temps en temps, alors quand on avait le droit d'aller au match. Hein. Ouais, c'est certain. Je reste en contact avec Aurélien Fortier, avec Sylvain Lautier, pour prendre des nouvelles de temps en temps, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Après, c'est vrai que c'est difficile de conjuguer maintenant les immenses... plage de travail que je peux avoir sur la semaine entière, mais c'est vrai que je jette toujours un œil sur internet pour savoir quel est le résultat, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors, pour finir, vous êtes nancéen depuis 1994, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça. Le petit accent du Tarn, il est jamais parti, il a jamais disparu. Hein. Je sais pas s'il a pas disparu. Je sais pas, des fois ça fait rigoler mes gosses parce qu'ils croient que je fais exprès de prendre l'accent. Et encore pire quand mes parents sont là. Donc quand mes parents sont là, c'est même pas possible. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est branché derrière moi et qui a accentué ce côté sud et sud-ouest. Mais c'est vrai que c'est un accent que j'espère garder toute ma vie, quoi. Vraiment. Merci Cyril. Avec grand plaisir. C'était le basketteur Cyril Julien dans Mon Stade à moi avec Thomas Simon. Mon Stade à moi, c'est le podcast des rédactions sport de l'Est républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin. Vous pouvez retrouver toutes les interviews, celles de Valérie Hénin, d'Olivier Crumbles ou bien de Steven Dacosta sur toutes les applis de podcast et de streaming musical. Et on se donne rendez-vous très bientôt sur un autre stade.